à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes, 3 minutes avec la Chambre Froide handicapée. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment, ici à la Chambre Froide. Nous sommes à la 2e rue, Limité industrielle. Deuxième rue, Limité industrielle, Chambre Froide handicapée, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère. Bien, vous êtes branchés sur nos antennes, nous sommes là et nous vous servons, comme on vous avait promis plusieurs fois, que nous allions recevoir les vœux PEM, les vice-premiers ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundu, là, qui nous a plusieurs fois promis, et aujourd'hui on avait le réel plaisir de recevoir son conseiller. Mais bon, nous n'allons pas nous arrêter là parce que vous savez que l'actualité est brûlante, très brûlante, au point où nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Pour le compte de notre deuxième invité, nous recevons Elie, qui bien sûr est d'abord journaliste, mais au-delà d'être journaliste, c'est aussi un analyste politique. De temps en temps, il échange sur des questions politiques et il est trop piquant. Des analyses prophétiques, où il est avant-gardiste même. Il a dit des choses qui sont aujourd'hui visibles, que l'Union sacrée va aller à son éclatement. Elie Mondonga, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. C'est une première sur votre plateau, okay. Alors qu'on a l'habitude de se fréquenter assez régulièrement. Justement, vous avez l'habitude de fuir les plateaux. Je suis là aujourd'hui, c'est avec grand plaisir. D'un côté, ça fait plaisir quand la population vous demande d'être là. Merci. Bien sûr. Alors, Elie, vous avez dit des choses par rapport à l'Union sacrée. Vous aviez prédit des choses qui, du reste, aujourd'hui sont vivables, que l'Union sacrée va à son éclatement. Mais finalement, cette Union sacrée continue de vivre et nous avons un gouvernement de 54 ministres. Quelle est votre analyse? Permettez-moi, avant de répondre à la question, je vais m'acquitter d'une responsabilité. Je voudrais présenter mes condoléances à toute la grande famille chrétienne du message de temps de la fin qui a perdu un des piliers, un des pionniers dans ces messages-là, les pasteurs Baruti Kasongo, qui nous a quittés depuis peu. C'était un grand ami à mon père. Je présente des condoléances à sa famille biologique, à laquelle je suis très proche, et également à tout le corps du Christ, donc à la famille chrétienne. Alors, j'ai prédit beaucoup de choses. D'abord, j'ai dit à une époque que le président de la République nommerait une femme, ce qui est arrivé. Ensuite, j'ai prédit évidemment que l'Union sacrée éclaterait. Alors, quand on fait de l'analyse politique, on prend des faits de manière isolée, on en trouve des liens et ensuite on essaye de deviner l'avenir. Je ne dis pas que ce que j'ai dit est forcément parole d'évangile, mais ce qui me pousse à dire que l'Union sacrée éclaterait, c'est simple. Le président de la République s'est entouré des généraux qui autrefois étaient ceux qui l'ont combattu. Et en politique, on ne vient pas comme en relation amoureuse. C'est une science d'intérêt. C'est une opération de gagnant-gagnant. Et quand je dis que l'Union sacrée va éclater, c'est que quand le président de la République est allé, je parle de l'UDPS pour ne pas la citer, aux élections, l'UDPS a commis l'erreur, à mon avis, de vouloir à tout prix d'abord de la légitimité électorale au point de s'entourer de tout le monde et de tuer l'opposition. Ce qui fait que quand vous prenez tout le monde, même ceux qui étaient vos opposants hier, vous tuez l'opposition. Ce que vous faites, c'est que vous créez une opposition interne. Et aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, il y a une opposition. Et les faits les attestent. Vous avez vu quand Caméré a créé un PCR, vous avez vu les réactions qui ont fusé de partout. Vous avez vu comment est-ce que chacun était sur sa garde. Et vous avez compris que les tendances étaient plutôt à comprendre que l'opposition était dans l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut appeler ça l'opposition ou des frustrations? Non, c'est l'opposition, parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui où l'opposition n'est pas dans les institutions. Donc la contrepartie, parce que la démocratie, en fait, la démocratie c'est comme une table. Ça ne peut, comme une chaise ou une table, ça ne peut pas être en équilibre s'il n'y a pas le dépilier. Donc naturellement, la fonction politique
de l'opposition est obligatoire au sein de l'Assemblée. Aujourd'hui, on appelle ça l'exercice de la démocratie, mais ce ne sont que des mots. Moi, j'appelle ça opposition. Et je dis ça, vous avez vu quand il fallut que Kamere prenne l'Assemblée nationale, vous avez vu que les divergences ont émergé. Au sein de l'Union sacrée. Vous avez vu quand il fallut constituer le ticket de l'Union sacrée pour le bureau, combien les divergences ont émergé. Et vous voyez aujourd'hui, quand le gouvernement est sorti, vous voyez toutes les divergences qui émergent, au point que la Première ministre en est à plus de 100 signatures pour une pétition contre son gouvernement par son autorité de tutelle, d'autorité de contrôle. Donc, moi qui semble dire, ou moi qui dis que l'union sacrée éclaterait, j'ai l'impression que le fait qu'on observe me donne raison. Est-ce que lorsque vous disiez à l'époque que le président de la République nommerait une femme, c'était pas dans les buts de fragiliser cette union sacrée, parce que nous voyons une union sacrée fragile, ou soit encore on peut tout de suite dire et lire que c'est la première ministre, Madame Judith Suminwa, qui est fragile au point de ne pas rassembler toutes les forces. Nous l'avions vu avec son gouvernement. Mais le président de la République savait que la première ministre serait fragile. Oh, vous affirmez que Madame Judith est fragile? Évidemment que Madame Judith est fragile. Fragile en termes de gestion ou politiquement? Moi, je connais sa gestion, on la jugera. Elle a été ministre, nous savons, nous pouvons quand même voir. Elle a été ministre des plans. Non, mais jusque-là, on n'a pas vu nous donner un bilan. Le ministère de plan, c'est pas un ministère de propagande. Hein. C'est un ministère très technique. C'est un ministère qui doit répondre à un programme politique quasi clair. C'est un ministère, franchement, si vous n'avez pas une programmation politique claire, ne comptez pas sur le ministère de plan pour être efficace. Ça, on doit se le dire. On doit vraiment se le dire assez clairement en se regardant dans les yeux. Donc, je ne peux pas juger complètement la gestion, la capacité en termes de gestion de Madame Judith, parce qu'elle a été ministre du plan. On va voir en tant que Premier ministre, parce que ça demande beaucoup de capacités managériales. Déjà, que je ne suis pas très sûr qu'il est politiquement à l'aise. C'est comme ça que je dis que c'est une première ministre plutôt faible. Mais le président de la République le savait. Pourquoi le président de la République le savait? Ok, le président de la République le savait. Bien sûr. Donc, on peut dire que le président de la République joue sa carte. Évidemment que c'est d'abord un éminent politique. Ok. N'oubliez pas que c'est le fils d'Etienne Tshisekedi. C'est quelqu'un qui est né dans l'arène politique. C'est quelqu'un qui a lutté 37 ans dans la politique. C'est quelqu'un qui connaît les cartes politiques. Ok. Donc, on ne peut pas dissocier le président de la République de sa fonction. Mais c'est pour quelle fin? Si le président quelqu'un de faible, est-ce que ses revendications... On est dans un régime semi-présidentiel. Oui. Où le président de la République est un peu en co-gestion avec le Premier ministre, la fonction du Premier ministre, qui en fait est une fonction, garde-fou pour la fonction du président de la République. Okay. Donc tous les présidents de la République du monde, dans un système semi-présidentiel, ont intérêt que le Premier ou la Première ministre soit faible. Vous rappellerez, à l'époque où Mitterrand prenait un peu par forcing politique Chirac comme Premier ministre, ça a fini par un second tour en face à face. Justement. Quand Chirac prenait Nicolas Sarkozy comme Premier ministre, ça a fini par... vous comprenez? Donc, à chaque fois que vous prenez un Premier ministre assez fort, assez dur, ça finit toujours par une cogestion difficile. On a vu ça. Parce que le Premier ministre a beaucoup de pouvoir. Évidemment, c'est quelqu'un qui a les contre en scène. Et quand on voit la naissance de l'Union sacrée, on voit qu'il y a une option qui a été levée, comme quoi il faut au président de la République un Premier ministre politiquement faible. On peut même prendre M. Samalou Kondé, c'est un Premier ministre politiquement redevable essentiellement au président de la République. Et le président de la République le savait. Ça, c'est la première raison. Oui. La deuxième raison, le président de la République le savait, parce qu'aucun de ses partenaires n'aurait accepté ces postes. Ah bon? Vital Kamerhe n'allait pas accepter la primature. Non, Bemba n'allait pas accepter la primature. toujours voulu de la primature. Bah non. Vous pensez qu'aucun des partenaires... Je l'ai dit. Oui. Je l'ai dit que Vital Kamerhe n'accepterait pas. Parce que la primature, premièrement, c'est un poste politique technique. Deuxièmement, c'était une fonction politique qui répond du bilan. Le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Donc il ne répond pas du bilan. Non plus. Non, le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Oui, c'est le Premier ministre qui répond de la gestion gouvernementale. Oui. Donc, à chaque fois qu'il y a un chèque du régime,
c'est le Premier ministre qui répond. Mais il n'a pas un mandat, c'est le président de la République. Et Vital Kamerhe, c'est ça le problème. Non, mais il n'a pas mandat, je suis d'accord, il n'a Voilà. pas mandat. Mais quand on a les ambitions de Vital Kamerhe, quand on a les ambitions de Jean-Pierre Bemba, quand on a les ambitions des Bahati, on n'accepte pas la primature pour se fragiliser dans le futur. C'est ce que je dis. Ça veut dire que dans les calculs politiques, Kamerhe ne prendrait pas la primature, Bemba ne prendrait pas la primature, Bahati ne prendrait pas la primature, peut-être le Pepe Mbosso, mais il était déjà à l'Assemblée nationale. Oui. Vous comprenez ce que je sais dire? C'est comme ça que je dis que ces deux argumentations-là justifient en fait le choix du président de la République. Et puis bon, le président de la République avait quand même envie d'être genré, de justifier la masculinité positive. Oui, mais il savait. Les contestations commencent, d'ailleurs, elles prennent vraiment place au point où aujourd'hui, il y a un camp qui dit déjà avoir Willy Michiki, que nous recevons très souvent ici, l'honorable Willy Michiki, qui dit qu'ils ont déjà près de 100 000 signatures pour la pétition. 100 signatures. Oui, 100 signatures pour une pétition, empêchant l'installation du gouvernement. Comment on peut fait-on cette analyse-là, qui est des frustrations au sein de l'Union sacrée, premièrement. Deuxièmement, nous avions vu la première ministre puiser aussi dans l'opposition et donner un poste aussi important comme le ministère de la Justice à un opposant. Non, Votre lecture? il faut qu'on se le dise. L'opposition, c'est pas Constant Moutamba. Il fait partie de l'opposition. Rappelez-vous, il y a 2 semaines passées. Dipro a 3 députés, si je ne me trompe pas. 2 députés d'ailleurs. Ensemble, 2 ou 3. Ensemble, on a, je crois, 19 ou 21. Oui. Donc, on sait quelle est l'opposition institutionnelle. Mais ils sont allés en chevauchement avec madame, l'honorable députée, la Kester adjointe. Oui, mais ça ne suffit pas. Quand vous avez quand même 19 ou 21 députés, vous méritez un ministère. Normalement, si le président de la République avait envie de donner un ministère à l'opposition, ce ne serait pas à Constant, ce serait à l'ensemble. Justement. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une stratégie encore. Évidemment que c'est une stratégie. Président de la République. Évidemment que c'est une stratégie. Et moi, j'ai peur pour M. Constant Moutamba, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que s'il ne s'en sort pas, il signe la fin de sa carrière politique. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous faites partie du gouvernement, vous faites partie de la majorité présidentielle. Donc il peut finir il doit allégeance. Bah, évidemment. Si jamais on arrive à un remaniement d'ici une année, par exemple, et qu'il n'est pas reconduit, qu'est-ce qu'il va faire encore, lui? Parce que, évidemment. Mais il sera député national. Il restera député national. Donc Constant Moutamba doit être prudent. Il doit être prudent. On sait que ça a été un candidat président de la République. Et on sait mais il peut se faire un nom. Déjà, il dit que papa, maman, vous savez, 15 ans de prison. Il va plus loin pour déjà commencer commencer avant même l'installation. Il a déjà commencé. C'est du populisme. Oui, il a vu Gilles Alinguette pour parler de l'impunité zéro. C'est du populisme pour un homme de droit qu'il est surtout. Oui. Pour un avocat. Il n'est pas encore ministre en fonction. Pour un avocat qu'il est, c'est du populisme. Mais c'est pas ça qui fait la fonction du ministre de la Justice. C'est vrai que c'est un ministère régalien, dans une démocratie, c'est pertinent. Mais la justice, c'est d'abord une institution. Ouais. Et lui, il est ministre dans une autre institution. Justement. Donc il y a séparation de pouvoir assez claire. On n'a pas assez le temps, peut-être qu'on aurait dû fixer les choses à ce niveau-là. Moi, je dis qu'il doit faire très attention. Autant qu'il peut rebondir, parce que je lui reconnais quand même l'intelligence tactique en politique, mais autant que ça peut signer la fin de sa carrière, parce que moi, je me dis, si jamais on a fait ça pour récompenser le rôle un peu double qu'il a eu, à la fois à l'opposition et à la fois pour accréditer la légitimité électorale du pouvoir, ça peut aussi signer la fin de son mandat. Vous savez, quand vous êtes au gouvernement, c'est pas tout de suite un pari gagné que vous y sortirez indemne. Exactement. Ah oui, parce que quand vous êtes au gouvernement, on vous pose la question du bilan. Vous devez avoir un bilan. Et on peut travailler toute une contre-propagande autour de vous. On a vu beaucoup de ministres qui ont coulé. Je vous fais l'exemple de M. Peter Kazadi, il n'est pas revenu. Oh, oui, mais notamment parce que vous pensez qu'il a coulé politiquement, est-ce qu'il a effectivement. Peter Kazadi a un bilan négatif. Effectivement. Oh, mais il dira pas ça. Aujourd'hui, il dira que la police est bien. Oui, mais ça c'est ce que lui dira. Oui. Mais c'est pas ce que la presse dit de lui. Alors, il n'a pas bonne presse. À qui profite cette crise au sein de l'Union sacrée? On a vu même les personnes vivant avec un handicap. Je le dis tout de suite. Ça profite à Vital Kamerhe. Ah bon? La déstabilisation de l'Union sacrée profite à Vital Kamerhe. Comment ça? Je le dis en tant qu'analyste politique. Vous pensez que Vital Kamerhe a un avenir dans l'opposition? Oh,
au nom de ses comment ça? ambitions politiques. Bah, je vous dis, Donc Vital Kamerhe est le potentiel opposant. Bah, évidemment, Vital Kamerhe finira. Mais il les fera comment? Il est président d'une institution. Il a fait en 2009, il était président de l'Assemblée nationale. Okay. Parce que Vital Kamerhe, je vous le dis tout de suite, va s'opposer à tout projet des changements ou de révision constitutionnelle pouvant donner la possibilité au président de la République de se représenter. Alors, nous avons au nom des ambitions présidentielles. Parlons donc ça lui profite. Et vous allez voir, regardez récemment ici, que PCR vient de prendre parole pour, on va dire entre guillemets, imposer l'installation du gouvernement de la République, alors qu'il y a une pétition. Contre cette installation-là. Donc, PCR joue politiquement à l'arbitre. Et vous savez que dans un match de football, l'arbitre a plus de pouvoir que tous les deux camps. Ouais. Donc, ceux qui lisent l'actualité politique vont devoir comprendre que Vital Kamerhe, c'est probablement l'homme le plus puissant dans l'année ou dans les années qui arrivent. Alors, nous avions vu, par exemple, une reconduction d'une ministre, la ministre des Affaires sociales, Madame Essambo, ministre déléguée près du ministère des Affaires sociales. Pourquoi est-ce que les handicaps ne veulent pas d'elle? Les personnes vivant avec un handicap, par exemple. Bon, c'est une question assez sensible parce que ça met beaucoup d'émotions en jeu. Mais je ne pense pas qu'il est nécessaire qu'un ministre qui s'occupe des personnes vivant avec handicap le soit absolument. Il y a même eu de marches. Est-ce que les castings, quand vous regardez, nous avons Jacques Chabani qui remplace Peter Kazadi, nous avons Jean-Pierre Bemba, où on emmène carrément au transport. Ça fait quand même rire lorsque les gens disent sur la toile que Jean-Pierre Bemba comme ministre, mais il n'avait pas le choix. Oui. Il n'a pas beaucoup de poids Nous politique. voyons les castings de Modian Vita. Est-ce que ça vous rassure? Vous êtes sûr de ces castings-là? Ils vont travailler? Ah oui, ils peuvent travailler. Ils ont l'opportunité de travailler puisqu'ils ont le pouvoir. Ils peuvent travailler. La question, c'est celle de la compétence et de la volonté politique. Justement, est-ce que la question, c'est celle de la compétence, oui, et celle de la volonté politique. Pour ce qui est du VPM, de la fonction publique, moi, vous savez, il y a deux nominations qui m'ont beaucoup plu. La première, c'est la reconduction du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Oui. Sans conteste. Hein. Okay. Tout le monde sait que ce monsieur-là, Jean-Pierre Liaou, a fait un boulot. Oh, mais vous soutenez Jean-Pierre Liaou? Non, ce n'est pas une question de soutien. C'est une question de rationalité. C'est quelqu'un qui a fait un travail des titans aujourd'hui. Au niveau de la communication d'abord, oui. La communication politique, oui, mais... Non, pas la communication politique. Il y a des placards dans le cadavre. Non, monsieur Didier, pas la communication politique. C'est parmi les ministres qui a été déposé sa démission et les fonctionnaires pleurer en son nom. Il a déposé la démission. Ça, ce n'est pas de la propagande. Où est-ce qu'il a déposé la démission? Ce n'était qu'une communication politique parce que quand on a cherché, on peut ouvrir, c'est pas de sa faute. Un ministre on peut ouvrir ce dossier-là. La démission auprès du Premier ministre, vous le savez, il ne l'a jamais fait. On peut ouvrir ce dossier-là, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, le président de la République s'est exprimé là-dessus. Voilà. D'ailleurs, moi je suis assez critique sur le propos du président de la République là-dessus. Je pense que ça a été une violation de la Constitution parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle était clair. Mais c'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Ne mettons pas ça. Lui, il a fait semblant de déposer une démission. Pourquoi faire semblant? C'était normal. Il y avait un délai. On leur avait même donné un délai. Mais moi, c'est pas mon sujet. Il n'a jamais déposé de démission. Mon sujet, c'est de dire que c'est un monsieur qui a correctement travaillé. Le président de la République l'a reconnu. Ceux pour qui il a travaillé l'ont reconnu. Je parle des fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est devenu quasi un prestige que vous ayez un fonctionnaire au niveau de la famille. Il a rehaussé le salaire. Allez demander aux énarques et compagnie. Ce n'est pas du soutien. J'essaie d'être rationnel. Oui, quand vous parlez, j'essaie d'être rationnel. On reste dans cette rationalité, Elie Mondonga. Vous êtes un analyste et vous êtes franc. Bien sûr. Parlez avec, vous avez franc parlé. Est-ce que Jean-Pierre Liaou n'a pas-t-il réussi à communiquer politiquement, parce qu'on l'a vu dans plusieurs sorties médiatiques où il pouvait même prendre un taxi pour montrer une certaine... C'est la communication politique. Mais est-ce que vous êtes aujourd'hui, les fonctionnaires congolais, est-ce qu'un fonctionnaire congolais peut se dire qu'il est fier d'être fonctionnaire congolais? Il y a beaucoup de choses. Moi je dis pas qu'il a parfait ces ministères-là, mais j'en ai rencontré, j'en connais beaucoup, qui quand même sont plutôt aisés.
Hein, ça veut dire que de là où ils viennent, ça va tout de même. Moi d'ailleurs, parce que je l'ai beaucoup critiqué, hein, Jean-Pierre Liaou. J'ai critiqué d'ailleurs le fait qu'il s'est énormément concentré au travail et il a même oublié son avenir politique. Vous comprenez? Moi, j'ai été parmi ceux qui ont critiqué le fait qu'il ne s'est pas énormément investi à l'UDPS, parce que moi, je trouve que c'est un profil, moi j'ai dit, hein, c'est un profil qui correspond à plus de responsabilités et qu'aujourd'hui, l'UDPS n'arrive pas à l'utiliser comme il faut. Il a beaucoup de compétences, il a l'expérience de la gestion de l'État, parce qu'on peut tracer son parcours. Il a travaillé avec Bochab, il a travaillé avec c'est lui qui a remplacé Bochab, j'oublie encore son nom, Obeminako. C'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un directeur des cabinets. Bah voilà, c'est quelqu'un qui connaît les méandres de l'État. Il est calé dans l'administration publique et il a été bon à la fonction publique. Moi d'ailleurs, j'ai toujours dit qu'il n'investissait pas beaucoup sur ses ambitions politiques, parce que moi je le vois. Moi je le voyais Premier ministre, moi je peux le voir dauphin de l'actuel président, pourquoi pas, je peux le voir candidat président de l'UDPS en 2028. Dauphin de Félix Antoine Tshisekedi. Jean-Pierre Liaou. Il en a le profil. Il en a le profil. Moi, c'est mon opinion. Hein. Ça n'engage que moi. Je ne parle pas en son nom, je ne suis pas son porte-parole. Je suis rien pour lui. Donc, j'ai dit qu'il a trop investi techniquement, qu'il a oublié sa carrière politique. Pour répondre à la question de la propagande politique, il n'a pas fait de la propagande politique. C'est vraiment quelqu'un qui a été à l'écoute de ceux pour qui il travaille. Et quand vous allez à la fonction publique, vous interrogez les fonctionnaires, tous les fonctionnaires disent comme ça. Alors, ce n'est pas prendre parti pour lui, mais c'est des faits. Nous sommes en train de chuter entre... je voulais quand même dire le deuxième ministère, le deuxième choix qui m'a beaucoup plu, c'est le choix de Jacquemain Chabani. Ah oui, moi c'est un profil que j'admire depuis très longtemps. Jacquemain Chabani, pourquoi vous l'admirez aussi longtemps? Mais un fin politique. Il est calme. Un fin politique, quelqu'un de très calme, quelqu'un de super altruiste. Des tempéraments. Il a beaucoup de compétences. On sait ce qu'il a fait dans l'UDPS, dans l'ombre. On sait ce qu'il a été pour l'actuel président de la République. Et ça, c'est vraiment... Et on connaît sa patience en politique. C'est quelqu'un qui aurait dû avoir des postes de responsabilité depuis très longtemps, mais il s'est patienté, il a été correct. Et moi, j'attends que voir. Hein, j'attends que voir. Je sais que c'est un ministère très difficile, très compliqué, qu'il a hérité, qui demande beaucoup de... Effectivement, je crois à sa compétence. Il y a aussi un problème d'équipe. Vous n'allez pas douter de la compétence de Peter Kazadi, mais il s'est entouré des nuls et des gens qui ne l'ont pas aidé. Non, arrêtons ces discours d'incriminer tout le temps l'entourage. C'est le chef qui choisit son entourage. Si l'entourage est mauvais, à un moment donné, le chef est mauvais. Est-ce que vous... C'est comme ça d'ailleurs. Il y a la de partis politiques qui envoient aussi des gens. Mais on va faire une autre émission vraiment pour parler de partis politiques. Parce que moi, j'ai tout un discours là-dessus. Les partis politiques tels que conçus en RDC, on doit les jeter au cimetière. C'est des mouroirs de talents. C'est des mouroirs de talents et des compétences. Mais jeter les partis politiques au cimetière pour avoir quoi? Il faut aller dans les plateformes. Si 30 ans après la construction des partis politiques, nous en sommes à un pays où les gens ne sont pas capables de manger 2-3 fois, toute responsabilité revient aux partis politiques. C'est vraiment des structures contre-développement, quoi. Ça nous a mis dans une posture d'un pays à des calculs politiques. Et moi, je le dis. J'ai dit, le second mandat du président de la République va être son mandat le plus difficile. Ah bon? Parce qu'on va passer... Ces mandats-ci? Bah oui, on va passer du temps à faire des calculs politiques. Et j'avais donné un exemple. J'ai dit, si j'ai raison, la sortie du gouvernement va prendre beaucoup de temps. Ça nous a pris combien de temps? 5 mois à peu près. 5 mois? Il a déjà perdu 5 mois. Au point que le président de la République s'en est plein lui-même. Vous comprenez? C'est-à-dire on est rentré dans une ère où c'est les calculs politiques qui priment. Et ça, c'est la conséquence justement de la mauvaise structuration des partis politiques, des plateformes politiques qui en fait bloquent toute une nation, qui bloquent les besoins de ceux qui ont accepté de donner de leur liberté pour créer l'État. Et ça, c'est inadmissible dans une démocratie parce qu'on doit servir le peuple et ne pas servir que les ambitions politiques. Les ambitions politiques sont légitimes quand les acteurs politiques servent la population. Mais dans un pays où les acteurs politiques se servent d'abord, eux et leurs partis et leurs familles, ce n'est plus légitime. Regardez ce qui se passe. On assiste aujourd'hui à des guéguerres entre les partis et les responsables des partis autour de postes, autour d'argent.
au vu aussi de tout le monde. Justement. Plus personne n'a honte. Oui, oui. On va mettre son enfant, sa cousine, sa mère. On envoie les noms Plus des enfants personne n'en et a c'est honte. mes noms de famille. Alors nous chitons, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission, puisque vous avez parlé de plusieurs déclarations sorties médiatiques du président de la République. Quand il s'en est plaint, il a parlé tout de suite de la révision constitutionnelle. Vous êtes pour la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution? Moi, je pense que le temps n'est pas propice à un projet de révision de changement. Je pense que le président de la République sortira de la plus grande porte s'il trouve un dauphin en 2028. Donc il doit trouver un dauphin et puis partir calmement. Parce que si devenir sénateur à vie. Évidemment, si on s'engage Oui. dans ces projets de révision ou de changement Le changement de la constitutionnel, Constitution, aller au septennat. il va donner l'opportunité à tous ses partenaires privilégiés de devenir des opposants, dont le principal est Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe, vous le savez, il a des accords cash Oui. qui lui prédisposent comme candidat président de la République en remplacement de l'actuel président de la République. Ok. Il n'a aucun intérêt. Mais cash, il n'a aucun cet accord-là intérêt est déjà à un tombé. changement de la Constitution. Il n'a aucun intérêt parce qu'il a des ambitions personnelles. Oui. Vous prenez Jean-Pierre Bemba, pareil, il n'a aucun intérêt parce qu'il a des ambitions personnelles. Donc si le président de la République va sur ces terrains-là, Oui. il va me donner absolument raison. Vital Kamerhe, probablement Bemba vont faire l'opposition. On va rentrer et ça va retarder l'État. Le président de la République risque de se retrouver, risque de se retrouver dans la même posture Oui. dans laquelle s'est trouvé Joseph Kabila après 2016. Mais Et est-ce ça que va ce être n'est pas difficile. normal aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même beaucoup à dire dans cette Constitution. Ben évidemment, Même depuis très longtemps. Même quand Constant Moutamba parle de l'impunité zéro, il n'oublie pas que la loi Mina Kousakata allait l'aider Oui. à pouvoir interagir sur les dossiers judiciaires Je suis dont d'accord. il n'en a pas le pouvoir maintenant Je suis d'accord. d'intervenir. Mais Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup des articles à toucher là-dessus? Moi, je serais intellectuellement, si je dois être honnête, Oui. je serais même pour qu'on change de constitution. Voilà. Mais écoutez, les pays, c'est aussi... les projets marchent aussi dans un contexte. Ok. Le contexte n'est pas idéal. Parce que toucher à la Constitution maintenant, c'est donner la possibilité au président de la République de se représenter. Et ça, c'est une question difficile à faire avaler à l'opinion. Surtout pendant une période où nous sommes occupés, agressés, et que le rebelle semble, à mon avis, avancer. Donc le président de la République n'a pas besoin de cliver, Ok. il a besoin de rassembler. Et si jamais le projet, comme le porte l'UDPS, du changement de la révision constitutionnelle continue, il y aura beaucoup de frustrations au sein de l'Union sacrée. Parce qu'il faut savoir que quand les gens sont avec toi en politique, Oui. ce n'est pas du moboutisme. Ils ne sont Ok. pas avec toi que pour être derrière. Voilà. Ils ont des ambitions aussi. Ok. Et quand la Constitution Ils légitime veulent ces aussi ambitions-là, devenir un jour, bah évidemment, moi, voilà. je vous le dis. Ce sont des bonnes guerres. Dans les prochains jours, je vois Oui. Vital Kamerhe avec un t-shirt « Ne touche pas à ma Constitution ». Merci Elie d'avoir répondu à notre invitation. Merci Et beaucoup. nous vous remercions beaucoup autant d'être là et d'être nombreux à nous suivre, mais vraiment à nous suivre avec beaucoup d'attention parce que ça nous montre par vos messages, mais aussi par des appels et des remarques. Mais n'hésitez pas aussi, ce qui nous appelle pour vouloir savoir l'adresse de notre chambre froide, parce qu'il faut manger bien et manger classe. Passez à la 2e rue limitée industrielle. Vous trouverez tout ce que vous cherchez. Bonsoir chez vous.